journal de la télévision nationale du Burkina. Au menu de cette édition, le séjour du chef du gouvernement à Bobo Dioulasso, Beyon Luc Adolphe Tiao est allé rendre des visites de courtoisie aux chefs coutumiers et religieux de la région, à qui il a dit sa reconnaissance quant à leur implication dans les différentes crises qu'a connues la région. Dans cette édition, il sera également question de la crise au Mali à travers les combats qui se sont déroulés ces derniers temps. Une crise que le Burkina Faso contribue à résoudre avec l'envoi d'un contingent dans le cadre des résolutions prises par la CEDEAO et les Nations Unies. Et puis la rentrée RTB 2013 consacre le lancement des activités de la RTB2 Centre. Le parrain de cette édition était ce matin sur les lieux pour annoncer les couleurs. Sa Majesté le Moro Nabab Bango est allé s'enquérir de l'état d'avancement des travaux et remis de matériel informatique pour soutenir l'initiative. Le chef du gouvernement Beyon Luc Adolphe Tiao a effectué une visite de courtoisie ce matin même au chef suprême des Bobo Mandare et au chef de Dagasso, tous deux chefs coutumiers. Une visite qui intervient 2 semaines après sa nomination et qui avait pour objectif de leur traduire la reconnaissance du gouvernement et du peuple burkinabé pour les actions menées chaque fois que de besoin pour amener la paix sociale et la quiétude dans la région. Adissa Lucienne Toé. Dans l'agenda du Premier ministre Luc Adolphe Tiao à Bobo Dioulasso figuraient aussi les visites aux autorités religieuses. Communauté catholique, musulmane et protestante, le message était le même. Transmettre les salutations du président du Faso, les remercier et solliciter leurs prières. Il y a de cela un peu plus d'une année et demie, j'ai été donc appelé pour diriger le gouvernement de Burkina Faso à un moment où le pays était sous une tension extrême avec cette crise que nous avons connue. Et je me souviens donc, j'ai fait le tour des autorités coutumières et religieuses du Burkina Faso, dont ceux de Bobo Dioulasso, pour leur demander leur soutien, leur bénédiction, afin que nous puissions sortir de la crise. Dieu merci, aujourd'hui, je pense que tout le monde reconnaît que la paix est revenue. Et je pense qu'il faut avoir quand même une reconnaissance pour tous ceux-là qui sont investis d'une manière ou d'une autre, de façon officielle ou bien dans l'anonymat, pour que le Burkina Faso retrouve cette paix. Certes, nous sommes un État laïque, mais nous sommes également aussi un État où les gens croient. Et je pense que quelque part, c'est bon que ces personnes-là continuent de s'investir pour aider le Burkina Faso, quel que soit, bien sûr, les parties dans lesquelles nous sommes. Il faut travailler pour la stabilité du Burkina Faso pour que nous puissions vivre en paix, en bonne cohésion. Les autorités religieuses ont bien accueilli cette visite de courtoisie. Ils ont prié pour le président du Faso, médiateur de la crise malienne, et aussi pour le peuple malien. Ils n'ont pas oublié les membres du gouvernement et l'ensemble de la population burkinabé. La paix, c'est sûr que nous y aspirons tous. Les bruits de bottes ne sont pas trop loin de notre pays. Bon, donc, nous redoublons d'efforts en priant pour réellement la paix dans la sous-région. Et nous rendons grâce à Dieu vraiment pour ce qu'il nous a donné. Sans cesse, nous nous mettons à prier pour ces pays dont nous sommes premièrement citoyens, parce que le bien-être de ces pays est aussi notre bien-être. Luc Adolphe Tiao a, au cours de son séjour, rendu visite au président de la Chambre de commerce, El Hadj Baro Djankinaba, une personnalité qui œuvre également pour la cohésion sociale et la paix à Bobo Dioulasso. Et donc, un reportage relatif à la visite de Luc Adolphe Tiao aux responsables des communautés catholiques, musulmanes et protestantes, à qui il est allé signifier donc la satisfaction du gouvernement burkinabé quant à leur implication dans la recherche de solutions lors de certaines crises que traverse quelquefois le pays. C'était donc un reportage de Adissa Lucienne Toé qui nous revient, cette fois avec la visite du chef du gouvernement Beyon Luc Adolphe Tiao, qui a effectué donc une visite de courtoisie ce matin même au chef suprême des Bobo Mandare et au chef de Dagasso, tous deux chefs coutumiers. Une visite qui intervient 2 semaines donc après sa nomination et qui avait pour objectif de leur traduire la reconnaissance du gouvernement et du peuple burkinabé pour les actions menées chaque fois que de besoin pour amener la paix sociale et la quiétude dans la région. Le Premier ministre Luc Adolphe Tiao chez le chef suprême des Bobo Mandare de Sia, Molo Tapa. 2 semaines après sa nomination, le chef du gouvernement a estimé qu'il était de bon ton qu'il vienne remercier Sa Majesté pour son soutien dans l'apaisement des différents foyers de tension que la ville de Sia a connus et solliciter ses bénédictions. Je suis à Bobo Dioulasso, pour lui souhaiter une santé de fer, que par sa sagesse, il continue donc à guider son peuple
Également aussi lui demander avec toute son autorité morale, de promener ses bénédictions pour le président de Faso, pour le gouvernement, pour le Burkina Faso, pour que notre pays continue à vivre en paix. Parce que c'est grâce à eux, grâce à leur intervention, que nous pouvons vivre dans la bonne coexistence pacifique dans notre pays. Au moment où autour de nous, il y a la guerre, nous avons la chance d'avoir la paix. Sa Majesté, au nom des notables Bobo et des représentants des différentes communautés vivant à Bobo-Dioulasso, a félicité le chef du gouvernement pour sa nomination et le travail effectué pendant les moments difficiles que le pays a connus. À l'issue de cette étape, le Premier ministre s'est rendu à Dagasso, fief de Molo Sanou. Là également, il a présenté ses hommages et ses vœux à Sa Majesté et aux notables. Il leur a adressé ses remerciements et demandé de continuer à œuvrer pour la coexistence pacifique à Bobo-Dioulasso. Les notables de Dagasso se sont réjouis de cette visite. Ils ont salué la façon de travailler du Premier ministre. Ils ont souhaité que le nouveau gouvernement accompagne davantage la ville de Sia dans son processus de développement. Certes, il y a encore beaucoup à faire, même si nous avons essayé d'avancer. Et je vais surtout demander à la jeunesse d'avoir de la patience. C'est vrai que ce n'est pas facile. Et nous pensons beaucoup à eux. Nous allons intensifier encore notre programme pour qu'il y ait plus de possibilités, plus de jeunes qui puissent vraiment avoir de quoi faire. Et souhaiter également aussi aux jeunes, comme ce sont aussi nos petits frères, de se départir des actes de violence qui souvent n'apportent rien, au contraire, ramènent le pays, ramènent la ville en retard. Mais je prends en compte cette préoccupation et nous allons annoncer très prochainement les grandes mesures que nous allons prendre pour renforcer l'emploi des jeunes. Luc Adolphe Tiao s'est réjoui de l'élection de Sungalo Apollinaire Ouattara comme président de l'Assemblée. Les différents chefs coutumiers ont adressé à leur tour des remerciements à l'endroit du président du Faso. Ils ont aussi réaffirmé leur disponibilité à accompagner le gouvernement. Et à l'occasion, le chef du gouvernement s'est prononcé sur la crise malienne. L'intervention de la France et la contribution du Burkina Faso à la résolution de cette crise ont été abordées. Jean-Luc Adolphe Tiao rassure la population pour ce qui est des dispositions prises pour sécuriser le pays. Il s'exprime au micro de Adissa Lucienne Toé. Le chef de l'État a toujours pensé que quelles que soient les situations de crise, il faut toujours privilégier le dialogue. Parce que le dialogue, c'est la meilleure façon de résoudre définitivement les crises de cette nature. Mais il a été clair avec les mouvements rebelles, et notamment en insistant sur 3 points. Il a toujours dit aux mouvements rebelles d'abord de se déconnecter des forces terroristes qui sont dans le nord du Mali, on les connaît, qui sont à travers le Moujao, qui sont à travers l'Agmi. Il y a aussi des bandits. Il leur avait dit que leur crédibilité dépendait de pouvoir se déconnecter de ces mouvements-là et de se mettre à la disposition de la communauté internationale pour dialoguer sérieusement avec les autorités maliennes. Donc le second point, c'était le dialogue. Le chef de l'État leur a dit qu'il faut qu'ils mettent comme point principal de leur revendication que le dialogue devient quelque chose de primordial. Et en troisième lieu, le chef d'État les avait mis en garde. Il leur avait dit, si vous déclenchez une offensive après celle de l'année dernière contre les positions de l'armée malienne, la communauté internationale ne vous laissera pas, elle va vous attaquer et de façon dure. Eh bien, c'est ce à quoi nous avons assisté avec cette offensive qui a été donc stoppée. Et nous réjouissons de cela parce que, pour quelle raison? Après le moment où, si dans cette progression, Mopti tombait, peut-être que ce sera Bamako, et après, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui allait être déstabilisée, à commencer par le Burkina Faso. Donc, l'utilisation de la force à ce stade était vraiment indispensable. Justement, vu que le Burkina partage sa frontière avec le Mali, est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter? Non, vous savez très bien que depuis que nous avons, qu'il y a eu cette situation au nord du Mali, nous avons mis en place un groupement spécialisé, un groupement antiterroriste,
d'à peu près 1000 hommes qui sont déployés déjà sur le nord du Mali et qui travaillent. Et donc, qui sont là, qui surveillent la frontière donc, de notre pays avec le Mali pour s'assurer qu'il n'y aura pas d'infiltration de terroristes, qu'il n'y aura pas, que la guerre ne va pas se déporter. Donc, sur notre... donc je voudrais rassurer les Burkinabés pour dire que d'être tranquilles, toutes les dispositions ont été prises pour nous préserver donc, de toute infiltration, de toute intervention donc, des forces rebelles dans notre pays. Mais en tout cas, nous souhaitons, pour terminer, pour revenir pour dire que le dialogue n'est pas clos. Et même, je peux vous révéler que le président de la République française a appelé notre chef de l'État et lui a réaffirmé son soutien au dialogue. Donc, ce dialogue va se poursuivre une fois que l'on aura donc réglé la question de l'intervention militaire, parce que nous ne devrons pas nous laisser aussi emporter dans l'euphorie des armes. Il faut bien également aussi qu'on se dise que la solution à terme va être vraiment une négociation, une solution politique. Et cette solution politique-là, je crois qu'elle va solliciter une fois de plus la continuation de la médiation du chef de l'État, qui, je pense, n'est pas du tout une médiation erronée, comme semblent l'avoir dit certaines personnes. Et pendant ce temps, sur le terrain, l'intervention française se heurte à la résistance des djihadistes dans la partie ouest du Mali. La ville de Djabali, située à quelques 400 km au nord de Bamako, est tombée en début d'après-midi aux mains des islamistes lourdement armés. Les spécialistes du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur veulent donner de nouvelles orientations à l'institution. Ils se sont retrouvés ce matin même à Ouagadougou pour mener les réflexions en vue de mieux préparer la rencontre des ministres prévue pour se tenir en avril prochain. Plus de précisions avec Badaniel Kambou. Cette rencontre est la deuxième réunion extraordinaire du comité consultatif général du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. C'est l'instance académique du CAMES qui réunit les recteurs, les présidents d'université, les directeurs nationaux de recherche et les directeurs généraux des organismes des pays membres. Ils ont 2 jours de travaux qui vont aboutir à des propositions de solutions en vue de renforcer le rôle du CAMES dans la promotion de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation dans les pays membres. Les domaines de réflexion sont entre autres le plan de développement stratégique du CAMES, qui est très important pour le développement du CAMES. Il y a le code de déontologie du CAMES qui doit être également adopté. Il y a le projet de révision de tous les programmes du CAMES pour que le CAMES puisse s'adapter aux nouvelles données de l'enseignement supérieur. Et puis, vous avez aussi la réforme du concours d'agrégation de sciences juridiques, politiques, économiques et sciences de gestion. L'ambition est de faire entrer le CAMES dans la modernité et de le positionner en partenaire incontournable pour le développement des 20 pays qui le composent. Pour cela, un plan stratégique sera adopté par les experts. Les missions ne changent pas. Mais pour atteindre ces missions, il fallait les renforcer en utilisant les moyens du siècle, les stratégies que tout le monde développe. Et ces stratégies-là, c'est le numérique à l'heure actuelle. Ces stratégies, c'est la démarche qualité et également de nouveaux types de synergie dans la coopération. L'agenda de cette rencontre prévoit également un recensement des contraintes et risques qui se présentent à l'institution au moment de ces innovations. Des suggestions seront faites et des facteurs déterminants comme la capacité opérationnelle du CAMES et son organisation, l'environnement interne et l'environnement externe seront pris en compte. Et de leur côté, les acteurs du système éducatif veulent mieux s'informer sur le processus de transfert du préscolaire et de l'enseignement post-primaire au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Une conférence s'est déroulée samedi dernier dans ce sens à Bobo-Dioulasso dans la province du Houé. Elle a permis de prendre la mesure des défis et des enjeux de ce processus. Ahadi Sandamba. La conférence publique. L'une des stratégies de communication appropriées pour une plus large diffusion d'une information. C'est fort de ce constat que le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a adopté cette stratégie en vue d'informer et de susciter l'adhésion de la communauté éducative sur le processus de transfert du préscolaire et de l'enseignement post-primaire à ce ministère. Sur le terrain, donc, ça va consister à rétrocéder dans les CG qui sont au niveau des villages au MENA.
et les CG qui sont dans les différents départements, chefs-lieux de département, seront transformés en lycées. Et les premiers cycles qui se trouvent au niveau des établissements ayant le premier cycle et le second cycle vont continuer à fonctionner en faisant en sorte que progressivement on puisse transférer le premier cycle au MENA. À cette conférence, le communicateur a évoqué le transfert dans tous ses sens et bien entendu les difficultés auxquelles le processus est confronté. La plus grosse difficulté même du transfert, le point d'achoppement, c'est au niveau des ressources humaines. Et c'est normal et il est naturel que chaque fonctionnaire puisse se préoccuper du plan de sa carrière. Et on se pose des questions avec le transfert. Que vont devenir les enseignants? Est-ce que les enseignants ne seront pas brimés, etc.? Non, il n'en sera rien. Il est évident que rien ne va se faire dans le cadre du transfert qui ne tiendra pas compte des textes en vigueur. Bien évidemment, ces textes peuvent paraître insuffisants au regard du contexte actuel, mais on fera tout pour les adapter. Mais en attendant, l'heure est à l'élaboration des textes. Lesquels textes seront soumis en Conseil des ministres avant l'application du transfert. Du reste, c'est la confidence faite aux hommes de médias par le conseiller technique du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Et puis ce communiqué avant de poursuivre cette édition, le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs communique. Les candidats aux examens du BEPC, du BEP et du CAP de la session 2013 sont informés qu'en raison de la forte affluence devant les guichets de dépôt, la date limite de dépôt des dossiers de candidature initialement prévue pour le mardi 15 janvier 2013 est exceptionnellement repoussée au mardi 22 janvier 2013 à 17h. Passé cette date, aucun dossier ne sera reçu. Le ministre invite par ailleurs les candidats à prendre dorénavant toutes les dispositions utiles pour le respect du délai habituel de 2 mois qui leur est imparti pour cette opération afin d'éviter des désagréments de dernière minute. Pour le ministre et par délégation, le secrétaire général Luc Yé, chevalier de l'ordre national. Suite donc de cette édition et de la promotion des petites et moyennes entreprises dans l'espace UEMOA, il était question ce matin au cours d'une rencontre voulue par cette institution pour bien mener son programme de financement de ces structures. Les acteurs et partenaires de ce programme se sont par conséquent retrouvés pour discuter de leur rôle respectif dans le développement économique de l'espace communautaire. Le reportage est d'Idrissa Séré et Safiatou Tamboula. Les PME et PMI, de par leur vocation à créer des richesses, ont un rôle important à jouer dans le développement des pays en quête de croissance économique. C'est dans ce cadre que l'UEMOA a conçu le programme d'action pour la promotion et le financement des PME, un programme dont la mise en œuvre a été confiée au Centre pour le développement des entreprises. Il s'agit d'apporter une assistance aux PME pour leur permettre d'accéder au financement, au marché et d'améliorer leur compétitivité. Quand on parle du secteur privé, de façon générale, les gens ont tendance à le diviser en 3 niveaux. Macro, micro niveau entreprise et méso entre le niveau institutionnel et le niveau des entreprises. Donc c'est en travaillant sur les différents niveaux, c'est en apportant des solutions aux problèmes qui se posent à ces différents niveaux qu'on pourra, trouver une solution durable aux problèmes des PME. Ceci dit, le partenariat que nous avons, nous, avec l'UEMOA, est une étape. On espère qu'au fil des années, en fonction des résultats qui seront obtenus maintenant, ça permettra de consolider, ça permettra d'avoir une relation de partenariat dans la durée. L'objectif de cette rencontre est de diffuser largement l'information auprès des acteurs identifiés et d'outiller les participants sur les procédures en les aidant à finaliser les requêtes. Le CDE compte sur leur contribution pour réussir ce programme. Et en matière de négociation commerciale, l'on est préoccupé au ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, à tel point qu'un atelier sur la question a été initié. Il devra permettre de renforcer les capacités interinstitutionnelles en la matière pour une meilleure formulation et mise en œuvre des politiques commerciales. Yolande Lompo. Venus des différents départements ministériels, des organisations de la société civile et du secteur privé, ces participants ont 5 jours pour s'approprier les outils nécessaires à la formulation et à la mise en œuvre des politiques commerciales afin de consolider l'intégration régionale. C'est pourquoi les composants du programme sont axés notamment sur l'intégration régionale, le tarif extérieur commun de la CEDEAO, la facilitation des échanges
ainsi que d'autres thématiques traitant de la formulation de la politique commerciale, notamment l'aide pour le commerce, le plan de libéralisation des échanges de la CEDEAO. Le présent atelier est organisé conjointement par le projet de renforcement des capacités en matière de négociation commerciale de la CEDEAO et le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Il devra leur permettre de corriger leurs faiblesses pour mener efficacement les négociations commerciales et relancer l'économie sous-régionale. Des administrateurs qui se mettent au diapason des technologies de l'information et de la communication pour mieux s'adapter aux réalités de l'évolution technologique. C'est une démarche entreprise par le ministère du Développement de l'économie numérique et des postes avec l'appui bien sûr de ses partenaires. Claudine Bikaba. L'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication est amorcée il y a plus d'une décennie. Et l'administration burkinabé, pour ne pas être en marge de ces nouveaux outils de développement, opte pour le recyclage de ses agents. Les techniciens des différentes institutions de l'administration seront donc formés au cours de cet atelier afin de renforcer leur expertise dans le domaine d'éthique. La formation est organisée par le ministère du Développement de l'économie numérique et des postes en partenariat avec la société Softnet et Microsoft, avec qui il a signé un protocole d'accord pour bénéficier de ses produits et de son accompagnement. Au Burkina Faso, l'organisation d'un tel atelier répond à un besoin de mettre à niveau l'ensemble de nos acteurs techniques au sein de l'administration, pour leur permettre d'avoir une meilleure visibilité sur les mutations importantes qui sont aujourd'hui en cours dans le secteur des TIC. L'esprit du cloud privé, c'est d'aller au-delà du email, c'est héberger des applications de comptabilité, des gestions financières, des gestions de projets. Et toutes ces applications-là sont hébergées chez un fournisseur, ce qui fait un gain énorme en termes d'énergie, en termes de sécurité, en termes de climatisation. Et donc pour le Burkina, c'est environ 40 à 50% d'économie en allant vers ces technologies-là. C'est convaincu que le développement de la société de l'informatique au Burkina nécessite une mutualisation des innovations technologiques éprouvées et porteuses de progrès que ses participants auront une semaine pour s'approprier ces outils afin de répondre aux besoins impérieux de l'administration d'être en phase avec les réalités du monde. La 7e rentrée RTB est prévue pour se tenir du 18 au 20 janvier prochain. Sa Majesté le Moro Naba Bango, parrain de la manifestation, était ce matin même dans les locaux de la RTB2 Centre pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux et il n'est pas venu les mains vides. Il a remis du matériel informatique à la nouvelle station de télévision qui ouvrira à cette occasion. Éléonore Yerbanga. Accompagné de ses ministres et notables, Sa Majesté le Moro Naba Bango découvre les locaux de la RTB2 Centre. De la régie technique au studio en passant par les salles de montage, c'est une visite guidée qui a permis aux parrains de la 7e rentrée RTB de découvrir les nouvelles installations. Sa Majesté le Moro Naba, accompagné ce matin de ses ministres et de quelques notables, est venu vous témoigner de ses encouragements, de son soutien en vue de l'inauguration de la RTB2 dont vous l'avez fait l'honneur d'être le parrain. Sa Majesté est venu, il a constaté que les travaux avancent et beaucoup de choses sont en train d'être mises en place en vue de cette inauguration. Le ministre Alain-Edouard Traoré, qui était aux côtés de Sa Majesté le Moro Naba Bango, a rappelé les missions de cette nouvelle station. Le fait pour vous, Majesté, d'accepter ce parrainage nous comble parce que vous êtes dépositaire de tradition. Et donc, c'est un symbole extrêmement fort pour nous que d'avoir votre parrainage pour l'ouverture et cette deuxième station qui va émettre principalement en langue nationale maori, accompagnée des autres langues nationales telles que le Djoula et le Fulfulde, en vue de permettre aux citoyens et aux populations de la région du centre de mieux comprendre l'information, d'accéder à l'information et d'appréhender les grandes préoccupations de société
que cette nouvelle chaîne de télévision va, je dirais, distiller, traiter de manière à ce que les citoyens puissent comprendre. Le parrain de la 7e rentrée RTB a pour l'occasion offert un matériel informatique avec tous les accessoires nécessaires et des recueils de poèmes en langue nationale morée pour accompagner la RTB du centre dans sa mission. 25 ans de vie sacerdotale pour l'évêque de Waïguia et pour l'abbé Boniface Sebgo. L'événement a été commémoré à travers diverses activités organisées par le diocèse de Waïguia, Sié Sylvestre Da. 1987-2012, voilà 25 ans que Monseigneur Justin Tertiga, évêque de Waïguia, et son promotionnaire, l'abbé Boniface Sebgo, curé de la paroisse Saint-Thérèse de l'Enfant Jésus en France, ont été ordonnés prêtres. Un jubilé d'agence a ses fêtes et le diocèse de Waïguia a voulu l'événement grandiose à travers diverses activités commémoratives qui ont débuté le 29 décembre dernier et couronnées par cette messe d'action de grâce à Temnaoré, la paroisse d'origine des 2 bergers de l'église. L'événement a réuni les fidèles chrétiens venus des différentes paroisses du diocèse de Waïguia, auxquelles se sont jointes des délégations venues d'autres diocèses du Burkina et de la France. Dans la communion fraternelle, dans la prière, par des chants et la danse, ils ont rendu grâce à Dieu avec Justin et Boniface pour les 25 années de grâce et pour celles à venir. De prêtre à évêque, je compte toujours mener cette mission-là humblement, sous le regard de Dieu. Il m'a appelé à ce ministère de prêtre et ministère d'évêque maintenant. Et je compte sur lui, il m'apporte sa grâce. Je compte sur tous les fidèles, comme je disais ici, sachant que ma mission est un peu plus importante, je peux ainsi parler. Ils me soutiennent dans la prière et bien sûr de leurs conseils, de tous leurs rapports qu'ils pourraient m'amener. Donc, c'est m'ouvrir à être aidé dans cette mission-là, qui est une mission comme je. Il y a là-bas le père de la famille du Césaire, donc un père vaut, parce que ses fils aussi sont valables. En 25 ans de sacerdoce, Justin Tertiga a servi à la paroisse de Réau, puis à la paroisse cathédrale de Koudougou. Docteur en théologie de la pastorale en santé et aumônier des malades, il a été sacré évêque de Waïguia en 2010. Boniface Sebgo, lui, est spécialiste de la communication sociale. Il a choisi d'aller prêcher la bonne nouvelle du Christ en France. À Temnaoré, c'est un retour aux sources pour les 2 serviteurs de Dieu. Et 2013 marque pour eux un nouveau départ. Ensemble, ils ont renouvelé leur engagement à servir au mieux Dieu et les hommes. 25 ans, 25 merci et 365 jours de merci et bonne journée. Voilà. Les rideaux sont tombés hier sur le 44e Conseil général des Assemblées de Dieu. Plus de 4000 pasteurs se sont retrouvés dans notre capitale du 9 au 13 janvier dernier pour réfléchir sur l'évangile et la vie de chrétiens, mais aussi sur la nouvelle équipe qui conduira le Conseil jusqu'en 2018. Tanga Kafando. Avec leurs épouses à leur côté, les membres du nouveau bureau exécutif national des Assemblées de Dieu du Burkina reçoivent les bénédictions du révérend Alton Gerusson des États-Unis et celles des garants de l'Église. Le renouvellement du bureau, la révision et l'adoption de la Constitution, des prières ainsi que des chants de louange et d'adoration ont constitué les activités majeures de la rencontre 44e du genre. Vraiment, je suis très satisfait parce que ce qu'on avait planifié, eh bien, a réussi. Je peux dire que le message qu'on avait à passer réellement aux pasteurs, alors a été bien communiqué. La communication a été bonne, avec humilité et tremblement. Je dirais que j'ai été reconduit. Alors, c'est une confiance que l'Église a faite et je loue le Seigneur et je les remercie. Du baptême du Saint-Esprit à la maturité et le défi du ministère, parmi les enfants sont les thèmes qui ont retenu l'attention des pasteurs. Les orateurs Nam Sokim et Alton Gerusson ont insisté sur la nécessité de faire porter l'évangile par les enfants, gage d'un monde de paix et d'une relève sûre pour la mission évangélique. It has been a phenomenal week. I have enjoyed it immensely. Il faut savoir que ça a été une semaine de phénoménale. J'ai eu un bon moment. Le peuple du Burkina Faso, depuis que je suis venu, j'ai remarqué qu'ils ont été généreux, ils ont aimé et ils ont reçu le message pour servir le Seigneur. Lorsque nous serons de retour dans notre région, nous allons d'abord essayer de mobiliser encore nos pasteurs à
mettre en application ce qu'ils ont reçu. Nous avons reçu un riche enseignement concernant surtout les enfants. Et nous allons certainement organiser et demander l'appui de ces personnes qui sont venues nous donner l'enseignement à nous soutenir pour que les enfants soient formés. Après 4 jours d'intenses travaux, c'était hier donc le moment de rendre grâce à Dieu pour l'organisation réussie de ce triennal des pasteurs des Assemblées de Dieu et d'éclairer la voie pour 3 ans de marche. 3 ans avant de se retrouver pour le 45e conseil. Et nous rouvrons une fenêtre sur l'extérieur pour signaler qu'en Afrique du Sud, les objectifs des organisateurs de la CAN sont en passe d'être atteints avec la vente à ce jour de portables. Tout a commencé le soir du Nouvel An. Le musicien s'est fait voler son iPhone 4 après l'avoir oublié dans un taxi. Le lendemain matin, il reçoit un mail du site de rencontre sur lequel il est inscrit et apprend qu'une personne s'est connectée à son compte depuis son téléphone volé. Une idée lui vient alors, se faire passer pour une splendide jeune femme sur le service de rencontre pour offrir un rendez-vous au voleur. Il invite ce dernier à venir chez lui et lui promet même de l'embrasser. Très vite, le voleur accepte l'offre. Il arrive à l'appartement du musicien, un séducteur, costume chic, parfum et bouteille de vin à la main. De son côté, le musicien l'accueille en lui donnant un billet de $20 pour détendre l'atmosphère aussi vite que possible, tout en tenant un marteau au cas où les choses tourneraient mal. Pris de panique, le voleur prend l'iPhone, rend du moins l'iPhone et part en courant avec l'argent sans réclamer son bisou. Depuis, son histoire a fait le tour des médias américains et canadiens. Il a d'ailleurs du mal à réaliser ce qui lui est arrivé. Comme quoi, et comme le dit ce proverbe français, mieux vaut ruse que force. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer d'agréables moments en compagnie de la RTB.